Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des AOC de l'égalité. Le temps d'une soirée, les apéros d'origine contrôlée permettent de mieux comprendre des problématiques de société en rencontrant ceux qui agissent au quotidien. La 13e édition des AOC de l'égalité se déroule du 1er au 12 décembre. Retrouvez tous les lives et podcasts sur www.aocégalité.fr. Ce podcast vous est proposé par Ricochet Sonore en partenariat avec l'ALIF et la salle des fêtes du Grand Parc dans le cadre des AOC de l'égalité. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à la culture confinée et déconfinée. Aujourd'hui, nous allons discuter ensemble de ce qu'il s'est joué pour le monde de la culture durant cette pandémie du coronavirus. Entre événements reportés et spectacles retransmis sur Internet, certains ont tout de même tenté de maintenir des animations culturelles en présentiel. Ce fut le cas pour la salle des fêtes du Grand Parc et son projet Un été au Grand Parc Rivière, qui a permis aux habitants du Grand Parc et d'ailleurs de profiter d'une programmation riche d'une 50aine de spectacles et concerts répartis sur les mois de juillet et août 2020. Faute de distanciation sociale nécessaire, nous ne pouvons recevoir autour de la table que 4 personnes. C'est pour cela que vous pourrez entendre 2 groupes d'invités. Alors tout d'abord, pour commencer, avec moi, il y a Nancy. Bonjour Nancy. Oui, bonjour Lucille. Tu es habitante du Bouscat et tu nous expliqueras pourquoi tu es ici tout à l'heure. Il y a également avec toi Josiane. Bonjour Josiane. Bonjour Lucille. Également habitante, mais cette fois-ci du Grand Parc. Et vous, Jean-François Toulouse. Vous êtes comédien et metteur en scène pour la compagnie Tombée du Ciel, qui a orchestré avec MC2A et la compagnie Sumb la revue de presse Exil, Rite et Parade que vous, chers auditeurs, vous avez peut-être déjà vu ou entendu cet été au Parc Rivière. Et si ce n'est pas le cas, elle est disponible sur le site des AOC de l'égalité. Bonjour Jean-François. Bonsoir. Alors, tous les trois, on vous a réunis ici pour que vous nous parliez un petit peu de votre expérience autour du projet Un été au Grand Parc Rivière. Voilà, alors, première question, toute simple. Qu'est-ce que vous avez retenu de cet été au Grand Parc Rivière ? Alors, ce que j'ai retenu de cet été, c'est que cet événement a été un événement convivial. C'est vraiment le mot que je vais certainement répéter plusieurs fois, parce que c'est ce qui me vient en premier. Voilà, après être sorti de plusieurs mois de confinement, on avait tous besoin effectivement de revoir du monde. Et en plus, grâce à ce festival, en plus de voir du monde, on a pu voir des spectacles, participer aussi à des animations. Et du coup, c'était une petite parenthèse dans notre vie. Voilà, une petite parenthèse, une petite bouffée d'oxygène après cet enfermement. Et moi, j'ai trouvé ces 3 jours là, de fin de semaine vraiment super bien parce qu'en plus, il faisait très bon. Sous ces arbres, on était vraiment bien. Et il y avait une bonne ambiance. Et c'est vrai qu'il y avait le choix comme spectacle quand même. Il y avait un panache de spectacles qui était très intéressant. Alors justement pour rappeler, Un été au Grand Parc Rivière, ça se passait en fin de semaine tout cet été au Parc Rivière, donc qui est un parc pas très loin du Grand Parc justement. Et donc vous toutes les deux, vous étiez vraiment venues en tant que spectatrices. Vous avez assisté aux divers spectacles et concerts qui étaient réalisés durant ce projet-là. Et donc vous, Jean-François, vous aviez une autre casquette pour ce projet-là. Alors est-ce que vous pourriez un petit peu m'expliquer qu'est-ce que vous y avez fait ? Alors nous, on a pris un peu le train en marche, mais c'était une expérience formidable pour nous parce que d'abord, on sortait de plusieurs mois de confinement. Depuis mars, tous les projets artistiques étaient annulés, les tournées, enfin ça a été la cata. Et tout d'un coup, on devait avec Guy Lenoir et MC2A, on avait un projet autour des migrants. Et là, on a eu l'opportunité donc de participer à ce festival qui s'est créé comme ça, un peu, qui s'est improvisé, quoi. Et pour nous, c'était tout d'un coup une bouffée d'oxygène artistique. Et donc, c'est pour ça on s'est tout d'un coup, on a travaillé sur l'écriture avec Faiza Kadour, Valentine Cohen, et puis Guy, et puis on a invité des artistes à présenter on avait un rendez-vous toutes les semaines sur l'été au Parc Rivière à présenter des espèces de revues de presse décalées autour de la migration
avec des invités qui étaient d'origine étrangère, qui venaient faire soit de la danse, soit de la musique, des performances. Voilà. C'était donc une expérience à la fois très excitante et puis nouvelle et puis artistiquement géniale, quoi. D'accord, très bien. Alors, Nancy et Josiane, vous avez eu l'occasion de voir ces spectacles? Oui, moi j'en ai vu, oui. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, justement? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Moi, très, très intéressant. C'est vrai que chaque fois, c'était des nouvelles personnes, souvent des personnes, des immigrants et tout ça, qui parlaient de leurs soucis, de leur... voilà, puis il y avait... Non, moi j'ai apprécié. Moi, je retiens particulièrement un danseur qui a dansé... alors, honnêtement, je ne me souviendrai pas du nom, mais il a fait une performance incroyable où, du coup, il dansait sur de la musique de son pays et avec un mélange à la fois un peu de classique, de contemporain et un peu de danse culturelle. Et ça a fait un mélange vraiment harmonieux. Et c'était... Je pense qu'il s'agissait de Tierno, qui était accompagné de Marie. Oui. Marie et Tierno, voilà. c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Merci. C'était début août, ça, oui. Et alors justement, Jean-François, c'est peut-être l'occasion, cet été au Parc Rivière, ça a été l'occasion peut-être de proposer quelque chose d'un peu original pour les habitants du Grand Parc et les personnes qui venaient, de proposer, vous étiez un peu dans cet objectif-là, de proposer quelque chose que les gens n'avaient pas forcément eu l'occasion de voir. C'était un peu dans vos objectifs aussi? Oui, il y avait une forme un petit peu qui s'improvisait, parce que l'écriture, puisqu'on était sur l'actualité, ça se réécrivait au jour le jour, et puis même quelques heures avant. Et la séance qu'on a faite, là, qui est enregistrée donc, et qui est diffusée, qui a été diffusée juste avant cette émission, là, 7 décembre, c'est pareil, quoi. Alors, on l'a enregistré le 27 novembre, donc entre le 27 novembre, il se passe de l'actualité. Mais donc c'est quelque chose qui se faisait. Et puis aussi, c'était pareil avec les artistes qu'on rencontrait. Ça se faisait des fois 2-3 jours avant. Et également, on avait des paroles de réfugiés ou demandeurs d'asile qui venaient témoigner, qu'on trouvait des fois quelques heures avant, quoi. Oui, donc c'est vraiment sur l'instant, on va dire. C'est quelque chose... Ça demande beaucoup de travail, non? Justement, ce travail perpétuel de mise à jour, entre guillemets, de l'actualité. Ça demande de faire fonctionner beaucoup le réseau, quoi. Alors, Guy Lenoir, c'est vrai qu'il a déjà un réseau fantastique. Et puis, nous, Faiza et moi, et Valentine aussi, de par les connexions qu'on a à la fois artistiques, mais aussi citoyennes, on arrive à trouver des gens dernière minute, comme pour vendredi, par exemple, c'était le cas de Moussa, qui est un réfugié guinéen qui apporte un témoignage très, très émouvant, quoi. Mais il faut dire que tous les deux, vous étiez complémentaires quand même avec... pour vos répliques et tout ça. Hein. Avec Faiza? Oui, avec Faiza. Oui, vous étiez vrai, super là, tous les deux. C'est vrai que oui, on est assez différents tous les deux, quoi. Et justement, vous avez eu bien l'occasion de le préparer en amont, parce que en étant, on venait à cette époque-là d'être à peine déconfinés. Vous avez eu le temps de travailler ensemble. Comment ça s'est passé un peu ces répétitions? On a l'habitude de travailler avec Faiza ensemble depuis des années quand même, donc sur de l'écriture, puisque avec la compagnie Ton Musiciel, on propose des spectacles qu'on écrit nous-mêmes sur des thématiques contemporaines toujours. Donc on a cette faculté d'écrire rapidement. Donc ça nous convenait complètement. Après, c'était de mêler nos compétences, notre savoir-faire aussi, et de mettre en avant surtout d'autres artistes, ou de ne pas phagocyter la scène, et de laisser la scène à d'autres artistes qui apportaient aussi des talents, une parole qui était vraiment le cœur de ce qu'on voulait mettre en avant, quoi.
Alors justement, Nancy et Josiane, cet été au Grand Parc Rivière, vous l'avez vu aussi un peu comme ça, c'est-à-dire l'occasion de voir des choses que vous n'aviez jamais vues avant, là notamment avec ce projet de revue de presse. Mais est-ce que vous avez vraiment, il y a des choses qui vous ont marqué? Alors Nancy, tu parlais de ce spectacle de danse notamment. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus? En fait, moi, ce que je vais dire par rapport à cet été, c'est que on partait du principe, enfin en tout cas pour ma part, mais je pense pour d'autres aussi, c'est que peu importe le programme, on savait à peu près comment c'était articulé. Il y avait toujours une animation, que ce soit un quiz, que ce soit un karaoké. Ensuite, il y avait un spectacle et un concert. Et en fait, on se disait peu importe qui venait, on savait qu'on allait découvrir des artistes, découvrir des talents, surtout des gens qui venaient principalement de la région, si je ne me trompe pas. Et du coup, effectivement, à chaque fois, moi, ça m'a permis de découvrir Obsadeli, qui apparemment était déjà très connu, mais bon, voilà, que je ne connaissais pas forcément. J'ai connu Douandé, qui, voilà, enfin, le duo. J'ai Lise Van Duck, Hildebrandt. Voilà, et plein d'autres bien évidemment, et c'est ça a été c'est la diversité en fait des artistes et des programmations qui était intéressante. C'est le fait de se dire que on allait voir du théâtre de marionnettes et après le lendemain voir un monsieur avec sa guitare chanter des chansons même de Cabrel. Enfin voilà, il y en avait pour tous les goûts, pour tout le monde, et il y a eu de très belles surprises. Josiane, peut-être? Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec Nancy. C'est vrai que les spectacles étaient tellement variés, mais toujours très intéressants, parce que du slam, on passait à la guitare. Tous les soirs, c'était vraiment très, très intéressant. Même moi, si je ne connaissais pas tous les artistes, c'est vrai qu'après, j'essaye de les écouter, parce que c'est vraiment, j'ai découvert beaucoup de personnes intéressantes. Et est-ce que ça vous a fait du bien de retrouver comme ça plein de formes artistiques différentes après une période où malheureusement vous avez pu finalement vous avez pu que rester chez vous entre guillemets. Est-ce que ça vous a fait du bien, même rien que de retourner dans un parc, parce que même sans l'aspect culturel entre guillemets et l'aspect spectacle, etc., rien le fait de retrouver du monde dans un parc. Ah, mais déjà, moi, le parc Rivière, il y a un amour entre nous deux, parce que j'y vais souvent et tout. Et c'est vrai qu'il faisait tellement bon se retrouver là, avec plein d'amis autour. On savait qu'on allait être bien accueillis avec notre petite bière et tout ça. C'était vraiment des moments très agréables. Moi, j'ai apprécié, c'est comme si j'étais en vacances. Et en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que c'est plutôt rare, à part des festivals, mais de retrouver un lieu où il y a autant de diversité quand même. Quand on va au théâtre, on va avoir une pièce de théâtre. Quand on va dans une salle de concert, on va avoir un concert, etc. Et là, finalement, dans un seul lieu, on pouvait retrouver multitude de spectacles. On pouvait faire du yoga, on pouvait faire plein de choses. Voilà, plus les animations proposées à côté. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir une telle chose. Et alors, pour ma part, c'est vrai que c'était un été très compliqué pour moi. Et je savais que j'avais 3 soirs par semaine où j'allais pouvoir vraiment couper court à tout ce qui se passait. Je rentrais dans une bulle, je rentrais dans ce parc. C'était une parenthèse dans ma vie. Et je me disais, voilà. Et c'est vrai que le vendredi soir, avec les copines, on se disait, c'était notre rendez-vous de la semaine d'après, d'avoir hâte de se retrouver et d'être... c'est vrai qu'avec surtout les acteurs aussi du festival, que ce soit la salle des fêtes et les autres partenaires, on a vraiment été très bien accueillis et chouchoutés. On prenait soin de nous, savoir si on n'avait pas froid, si on avait besoin de quelque chose, savoir si on était bien installé. On voyait quelqu'un debout, hop, on nous a amené une chaise. Et ça, c'est plutôt rare, je trouve, de nos jours, d'être aussi bien, voilà, comme ça, choyé, on va dire. Donc ça fait du bien. Et justement, les artistes, eux, ils ont été choyés durant cet été au Parc Rivière?
Ah oui, c'était un grand bonheur, oui. D'abord, je dis, c'était une grosse bouffée d'oxygène, et puis c'était tout d'un coup pouvoir exercer notre métier, retrouver d'autres artistes, les techniciens. Donc ça, c'était un plaisir immense. Et puis voilà, c'était voilà, on a rencontré toute l'équipe là, et puis on est devenu un peu addict parce qu'on était on était bien choyés. Et puis ça s'est continué ici sur la captation. Voilà, une belle complicité, le plaisir de travailler ensemble aussi, puisqu'on a été privés de ça pendant un moment. Et puis, une belle qualité quoi, d'accueil voilà, sur tout l'été. Et puis, aussi à la rentrée, puisqu'on s'est retrouvés, il y a une représentation qu'on n'a pas pu faire. Et donc, on a fait ici, un peu en comité restreint à cause du confinement, enfin du pré-confinement, quoi. Et puis la captation encore, qui est une autre expérience. À chaque fois, le plaisir de se retrouver avec cette équipe. Oui, moi je voudrais aussi rajouter la relation aussi entre le public et les artistes. Voilà, c'est ce que tu voulais dire aussi, Josiane. Parce que c'est vrai que c'était une scène basse. Et donc il n'y avait pas cette estrade qui faisait rempart entre le public et les artistes. Et aussi de par la configuration, ils étaient beaucoup plus accessibles. Donc on pouvait très facilement après discuter avec eux. Et voilà, ça c'était aussi, je pense, un moment convivial. Oui, c'est vrai qu'après on pouvait discuter avec eux, ils étaient accessibles, ils n'étaient pas pressés à partir, ils restaient avec nous, on pouvait parler, c'était très agréable. Vous avez eu l'occasion un peu de discuter avec les artistes qui étaient présents cet été ? Oui. De partager des bières peut-être? Ah oui, moi j'ai beaucoup discuté avec ma patate là. C'est exactement à elle que j'ai pensé. C'était vraiment des bons moments. Et c'est vrai que tous les artistes, on pouvait parler avec eux après. Ils étaient à notre portée, quoi. Si on pouvait, si on comprenait pas bien ce qu'ils nous racontaient, ils recommençaient, voilà, ils essayaient qu'on comprenne tout. Voilà. Je m'exprime peut-être mal. Mais on comprend, rassurez-vous. Jean-François, vous, justement, en tant qu'artiste, vous avez eu l'occasion de discuter un peu avec le public qui était présent ou les artistes qui étaient avec vous, peut-être? Oui, bien sûr. Bon, après, on était sur des créneaux, voilà, et on était aussi sur un moment qui était assez intense parce qu'il fallait arriver, faire les balances, répéter, rencontrer les artistes aussi, des fois qu'on n'avait pas eu le temps de rencontrer avant. Hein. Donc, tout se faisait comme ça un peu dans l'après-midi. Ce qui était super, c'est qu'on avait toujours un créneau qui nous était consacré sur de l'accueil technique où, justement, on pouvait prendre ce temps-là. Et après, évidemment, on était un peu plus détendu, donc on allait rencontrer le public. Mais souvent, on enchaînait, parce que c'était des soirées quand même bien remplies. Nous, on intervenait un petit peu au milieu. Il y avait quelque chose avant. Et après, on passait. Et après, il y avait un spectacle ou encore un autre spectacle. Donc, ça n'arrêtait pas. Donc, entre ces petits moments, après, on rencontrait le public, évidemment. Ça, c'est toujours ce plaisir. Mais voilà, c'était quand même très intense. Hein. Là, comparé à la captation, par exemple, que vous avez fait la semaine dernière, non c'était vendredi dernier. Ouais. C'est ça. Est-ce que vous avez ressenti la différence entre finalement le public et le non-public, on va dire? Oui, on est un petit peu quand même habitué à ça. Alors nous, on est des artistes de spectacle vivant. À 95%, on va dire, et puis il nous arrive un peu aussi de faire du cinéma ou de la télé. Donc on a un petit peu les deux casquettes et on peut s'adapter. Mais quand on joue comme dans une salle ici avec une grande capacité et qu'on se retrouve, en plus on était sur scène là, alors il y avait l'équipe technique, mais enfin c'est vrai qu'il y a, il y a comme qu'il dirait un manque, un vide quoi. Bon, voilà, c'est un jeu différent à ce moment-là. On s'adresse plus à la caméra, on se repose plus sur les autres artistes. C'est un peu particulier, quoi. Ça manque, évidemment. Ça manque. Vous avez plus le trac avec ou sans public?
Si vous avez le trac. Oui, Si, oui, manière c'est de- toujours un petit peu, ouais, bien sûr, mais en fait, le track, je sais pas, ça va dépendre des moments là. Franchement, je n'avais pas trop de track. Le track, moi, je l'ai beaucoup sur des petites salles, bizarrement, surtout si je connais les gens, quoi. Voilà. Dans des grandes salles ou au cinéma aussi, s'il y a des séquences après qui sont difficiles, surtout des plans séquences, là aussi, ça met la pression. Et là, bon, ça allait, ça s'est fait plutôt dans la détente. Oui, juste en fait, Jean-François parlait de la technique, là, le fait d'être sur une estrade et de la technique. Et je voulais dire aussi que sur ce festival, ça a été aussi un moyen de rencontrer les techniciens. Parce que c'est vrai que quand on vient à la salle des fêtes pour un concert ou un bal, ils sont dans l'ombre. Et là, pour une fois, on les voyait. On a pu du coup apprendre à savoir qui ils étaient, qui travaillaient à la salle des fêtes. Voilà, à part Léa ou Johan Elmer ou quoi, où on a l'habitude de voir. C'est intéressant de voir aussi comment ils travaillent. Et je pense que, d'après le film de la traversée que j'ai pu voir, eux aussi, ça a eu, je pense, un intérêt aussi pour eux. L'estrade était assez près du public pour y avoir animé quelques quiz avec Ricochet Sonore, effectivement. On était quand même assez près du public, donc ça c'est vrai que c'est une grosse plus-value en tant qu'artiste entre guillemets et animateur de pouvoir comme ça avoir un échange avec le public. Et vous justement, ça a été bénéfique pour vous entre guillemets cette proximité comme ça, le fait qu'il n'y ait pas de hauteur, que ce soit vraiment près, comme tu disais Nancy, de pouvoir voir les techniciens. Ça faisait intime quand même. Voilà, On se c'est sentait vraiment dans un cocon. Parce qu'il y avait la technique de chaque côté et les artistes qui étaient en face. Et pour moi, on se croyait vraiment seul. Voilà. Oui, c'est ça. Et du coup, ça a apporté une certaine intensité. Parce que forcément, on ne pouvait qu'être attentif à ce qui se passait. C'était presque une conversation. Voilà, quand il y avait un spectacle, du théâtre, par exemple, on a l'impression qu'on s'adressait directement à nous. Moi, c'était cette sensation. J'avais l'impression, voilà, d'être vraiment presque impliquée, quoi, finalement, dans le spectacle, quoi. Et Oui. je trouve qu'il y avait un respect aussi entre les personnes, parce que s'il y a un spectacle qui ne nous plaisait pas trop ou n'importe, mais on écoutait quand même, on était captivés, et c'est vrai que pour ça, tout le monde était vraiment à l'écoute, c'était vraiment très bien. Même les enfants d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de voir des spectacles de théâtre pour les enfants. Et c'est vrai que ça m'a plutôt marqué. Les enfants étaient très très à l'écoute sur ces temps-là. Ce qui n'est pas toujours le cas dans notre structure. Et c'est ça qui est assez étonnant. Finalement, ce lieu au Grand Air où on pourrait se dire, ça pourrait être propice à courir dans tous les sens. Et finalement non, et je pense que c'est peut-être ce rapport, cette intimité qui faisait que il n'y avait plus qu'à se laisser porter, quoi. Je voudrais revenir sur toi, Nancy, puisque comme je l'ai dit en introduction, tu n'habites pas au Grand Parc, tu habites au Bouscat. C'est ça. Alors j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu pourquoi tu viens au Grand Parc. Alors c'est vrai que j'aime bien dire que je ne suis pas habitante du Grand Parc et que j'aime quand même venir au Grand Parc. Ça fait des années en fait que je suis bénévole au Grand Parc et surtout que je profite des structures qui sont le centre d'animation, qui sont le centre social culturel, bien sûr la salle des fêtes, l'épicerie solidaire, la bibliothèque. Et tous ces lieux proposent toute l'année des animations, des sorties de résidence, des sorties famille. Il s'y passe beaucoup de choses. Ce quartier est très riche dans ses propositions culturelles aussi, et aussi dans sa mixité sociale, chose que je ne trouve pas partout. Et c'est vrai que moi, j'ai vécu très longtemps à Paris, et quand je suis venue sur Bordeaux, ça me manquait, cette mixité, cet esprit cosmopolitain, on va dire. Et c'est ce que je retrouve au Grand Parc. Je peux rencontrer des personnes de cultures différentes et avoir des échanges avec eux. Et c'est ça qui m'intéresse. Josiane, vous
Vous êtes d'accord avec Nancy? Ah oui, tout à fait d'accord, parce que je fais partie d'un collectif au Grand Parc. Je fais beaucoup de choses avec le centre social, le centre d'animation. Et c'est vrai que cet été au Parc Rivière, c'était vraiment... j'ai jamais ressenti ça ailleurs que parce que nous on fait pas mal de choses et c'est pas du tout la même ambiance, la même écoute, la même voilà, le respect de tout le monde, et ça c'était très bien. Finalement, vous êtes en train de me dire que l'été au Parc Rivière se démarquait un peu du reste de la programmation qu'on peut retrouver au Grand Parc? Oui. Oui. Oui, parce que ça n'a pas touché que les habitants du Grand Parc. Et du coup, ça a touché les habitants du quartier du Jardin public, des Chartrons, et certainement aussi d'ailleurs, par rapport aux programmations. Ce qui fait qu'il y a eu un mélange qui s'est créé. Et finalement, honnêtement, moi, je ne voyais pas qui venait d'où. Et je pense que les gens, à ce moment-là, en avaient rien à faire de où on vivait. Et du coup, on pouvait parler librement avec la personne installée à côté de nous. Et ça, c'est vrai que des fois, il y a un petit peu de repli quand on est intégré dans un quartier. Et même si on essaye de s'ouvrir aux autres, forcément, on va dire que des communautés se créent, des liens se créent, c'est assez évident. Et là, d'amener les habitants à se rencontrer dans un lieu finalement qui appartient à tout le monde, ça a permis justement cette mixité qui n'est pas toujours visible, quoi. Et, ouais. Est-ce que vous pensez que toute cette période de confinement, ça a donné encore plus envie aux gens, à la fin, lorsqu'ils ont été déconfinés, finalement de partir à la rencontre des autres? Je pense, moi, oui. Oui, on a eu besoin de parler avec des gens et tout ça. Oui, moi, je pense que... Alors, moi j'émettrais quand même un doute. Ah bon? C'est-à-dire que ceux qui étaient présents, effectivement, eux, avaient un grand besoin de... Sauf que moi, je connais malheureusement plein de gens qui ne sont pas ressortis après ce premier confinement. Et qui, malgré le fait que ce soit dans un lieu à l'extérieur, où quelque part, ça serait moins inquiétant que dans une salle fermée, ils ne sont quand même pas venus. Malgré le fait que ce soit gratuit et à proximité, ils ne sont pas venus. Donc je pense qu'il y a des gens, moi c'est là où j'interrogerai peut-être l'experte qui sera en deuxième partie. C'est vrai que c'est le après tout le confinement, le retour à la culture, on va dire. Est-ce que les gens... Alors, je pense que les habitués, ceux qui ont l'habitude d'aller dans des lieux culturels, y retourneront. Mais ceux qui y allaient ponctuellement, j'ai peur qu'ils aient du mal à revenir vers la culture. Jean-François, est-ce que vous avez un petit mot à dire à ce sujet-là ? Sur le fait effectivement que finalement certaines personnes après le confinement, on parlait du fait qu'il y en a beaucoup qui ont décidé de partir à la rencontre d'autrui, un peu ont eu encore plus la volonté de rencontrer des gens, etc. Il y en a d'autres pour qui ça a été l'effet inverse et qui finalement se sont encore plus renfermés sur eux-mêmes, et justement sur les programmations culturelles, s'ils n'y allaient pas avant, ils y vont peut-être encore moins après le confinement. Bon, ça, je sais pas, moi, j'ai pas un lieu pour le dire, et puis c'est un peu tôt pour dire ce qui va se passer maintenant. Je l'ai vu sur Paris, en tout cas sur du théâtre privé, par exemple. Les salles étaient bien remplies, bien qu'il y avait la façon de remplir avec des places vides. Ce qui était d'ailleurs parfaitement, des fois, complètement absurde, parce que vous vous retrouvez effectivement alors en groupe sur des places assises où vous êtes, par exemple, une famille à 3 ou 4. Vous avez à 1 mètre, effectivement, une chaise de libre, mais vous avez la personne qui est juste devant vous, qui est à 30 cm, quoi. Donc, voilà. Mais en tout cas, les salles étaient bien remplies. Après, moi, c'est au-delà du remplissage des salles ou de savoir si le public va revenir. Mon appréhension, elle est plus à un autre niveau. C'est plus notre
notre adaptation à des lois, à des habitudes liberticides un peu quand même, puisqu'on a été sur de restriction de liberté de circuler, auxquelles il faut faire attention de ne pas s'habituer, quoi, que ça ne devienne pas la norme. On a le terrorisme, on a le coronavirus, surtout que ce ne soit pas des prétextes à restreindre les libertés. C'est ça. Et c'est là-dessus que aussi, si on n'est pas vigilant, on peut se laisser aller, rester enfermé, moins communiquer, moins aller vers les autres. Oui, c'est un peu un cercle vicieux finalement, tout ce confinement et cet effet justement ensuite, comme vous le disiez, un peu de sentir un peu illégitime à pouvoir sortir, on va dire. Et alors, pour revenir un petit peu au Parc Rivière et à la programmation culturelle, un peu confinement, déconfinement, etc. Vous, pendant le confinement, est-ce que vous avez eu l'occasion d'assister, par exemple, à un concert sur les réseaux sociaux ou comme ça une programmation, on va dire quelque chose spécial Covid, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place durant notamment le premier confinement, moins durant le deuxième confinement d'ailleurs je pense, mais durant le premier confinement effectivement j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'artistes par exemple qui ont décidé de faire des concerts en live sur Facebook par exemple, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu, ou alors même des spectacles de danse ou quoi. Vous avez eu l'occasion d'en voir un petit peu pendant le premier confinement? Oui, moi j'ai souvent le dimanche après-midi, Patrick Bruel, il faisait des lives et pendant des heures entières, je l'écoutais. Et ça m'a fait passer dimanche après-midi agréable. Toujours avec Patrick Bruel, c'est toujours agréable. Voilà. Donc, Nancy, peut-être Alors moi, pas du tout. Parce que je crois, moi, j'ai vécu le confinement d'une toute autre manière, en fait. Donc, non, honnêtement, je ne me suis pas du tout intéressée. J'étais beaucoup plus proche des gens, en fait, de mes proches à moi, en fait. Et être beaucoup plus en recherche d'être en lien avec eux. Par contre, ce que j'ai beaucoup plus fait, en fait, ça a été au Bousca, quelque chose qui a été fait par un lieu culturel, enfin peu importe, qui était de dessiner et écrire des mots pour les personnes âgées. Et donc, moi j'ai été plus dans la création, on va dire, d'œuvres. Dans la solidarité. Solidarité, ouais. Et j'étais plus là-dessus, trouver des poèmes, faire des dessins et de les envoyer pour que ce soit ensuite distribué aux personnes âgées dans les maisons de retraite. C'est ça. Donc finalement, en fait, c'est toi qui es devenue artiste pendant ce confinement. Tout à fait. Je me suis transformée à ce moment-là, mais j'ai vite arrêté. Jean-François, peut-être quelque chose justement pendant cette période de confinement, vous, à la fois en tant que spectateur, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir quelque chose pendant ce confinement, et en tant qu'artiste, est-ce que cette période pour vous, ça a été l'occasion finalement de travailler encore plus, ou alors justement ça vous a pas du tout inspiré? Comment ça s'est passé? Alors nous, au mois de mars, en fait, sur le premier confinement, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une amie artiste, metteur en scène marseillaise, qui était venue nous voir par amitié, et en fait qui est tombée malade, qui a été opérée, mais juste au début du confinement, d'une opération hernie assez grave, quoi. Et en fait, elle ne pouvait pas retourner à Marseille, et donc on l'a accueillie chez nous pendant plusieurs semaines. Et donc on a confiné avec elle, quoi. C'était un grand plaisir d'être avec elle, mais aussi c'était une personne qui était devenue, de par l'opération qu'elle a eue, pratiquement handicapée, elle ne pouvait pas se déplacer. Donc voilà, il y a eu cette expérience qui n'est pas artistique, qui est plus humaine. Ouais. Et puis, on s'est ouvert plus aux gens du quartier, quoi. Parce qu'on s'est retrouvés, on avait tout un programme, une tournée, on devait partir en Tunisie aussi. Tout était foutu, quoi. Surtout, avec la violence, on ne s'attendait pas du tout, quoi. Donc, on s'est retrouvés pendant quelques semaines, on ne travaillait plus du tout, et on s'est tourné vers les autres, vers les gens du quartier. Alors, au début, le prétexte, c'était évidemment applaudir le personnel soignant. On se retrouvait au balcon, comme ça, de nos maisons. Et puis, petit à petit, en fait, comme on était avec Edmond, notre ami qui ne pouvait pas aller à la fenêtre, on l'a descendu sur le trottoir,
avec sa chaise roulante. Et puis les voisins sont venus et puis on a commencé à faire des apéros un peu déconfinés dans la rue comme ça, et c'est devenu une petite habitude. Donc oui, il y a eu voilà, cette expérience un peu... Bon, après sur le deuxième confinement, après on s'est mis sur autre chose évidemment, parce qu'on a des autorisations aussi heureusement de pouvoir travailler. Ce qu'on n'avait pas sur le premier confinement, on ne pouvait même pas aller au bureau, ni sur nos lieux de répétition. Là, on peut faire ça, quoi. On a une attestation, voilà, on est moins fliqué. Donc, on peut maintenir ce cap et puis du travail, quoi. Et justement, en tant que metteur en scène et comédien, on peut télétravailler ? Là, en ce moment, on peut répéter ensemble. On peut répéter ensemble, quoi. Voilà, ce qui était impossible avant, quoi. Ce qui était impossible. Alors, ce qu'on peut faire, c'est du travail d'écriture, des dossiers, de l'administratif, des choses comme ça. Mais au bout d'un moment, quand on travaille sur du spectacle vivant, c'est quasiment impossible. C'est pour ça que l'expérience, pour revenir sur ce qui s'est passé cet été, tout d'un coup, ce qui s'est improvisé comme ça, mais en essayant de faire attention, on était en extérieur, ce qui était possible de faire, etc., sur une jauge de public, etc., c'était salutaire pour nous, parce qu'on retrouvait le plaisir de travailler, d'enclencher quelque chose, de retrouver aussi toute une équipe à travailler ensemble, et le public. Sans ça... Alors, j'ai vu après, moi, des créations qui se font comme ça, sur de la captation. Alors, ça maintient le lien, mais on ne pourrait pas tenir très très longtemps avec ça, quoi, parce qu'on serait bouffé par le reste, par le Netflix ou compagnie, quoi. Donc, c'est sûr que le spectacle vivant, si ça devait perdurer, il faudrait réinventer des choses pour aller vers le public, sinon on crèverait, quoi, c'est sûr. Et le spectacle vivant, il peut rester vivant à distance ? Non, pour moi, non, il ne peut pas rester vivant. C'est ce que je dis, il faut réinventer d'autres formes à ce moment-là. Si on devait rentrer dans une espèce de série de pandémies comme ça, à répétition, juste le cauchemar, il faudrait trouver quelque chose, parce qu'autrement, on serait complètement... Et on a besoin de ça. Et le public, enfin, moi, je suis public aussi, je suis artiste, mais je suis public. J'ai envie tout d'un coup d'aller voir des spectacles, voilà, de partager ces moments, quoi. Il y a le plaisir du cinéma, des séries, etc. Mais c'est un plaisir voilà, qui est complètement différent. Donc ça oui, c'est quelque chose... il faudra s'adapter à ça ou trouver d'autres moyens. Mais en tout cas, ça ne passera pas par de l'image ou de la captation. Ça passera par autre chose, quoi. Nancy ? Oui, moi je voulais justement revenir par rapport à ce premier confinement. Si aussi je n'ai pas été sur Facebook, voir des lives ou des choses comme ça, c'est parce que moi je ne conçois pas le spectacle vivant à travers un écran. Moi, j'ai besoin d'aller dans une salle de théâtre, j'ai besoin d'aller dans une salle de concert. Et donc, effectivement, ça ne me procurerait pas le même plaisir. Donc, pour moi, le spectacle vivant, il doit rester en direct et non en... Numérisé. En conserve. Voilà. Oui, donc finalement, ici, c'est plutôt numérique, pas trop. On va dire Non, plus moi, c'est du live, quoi. Bon, et ben écoutez, merci beaucoup. C'était très sympathique d'avoir discuté avec vous. Et puis, on va pouvoir passer au deuxième groupe d'invités. Voilà, merci Nancy, merci Jean-François et merci Josiane. Merci. On se fait des bisous ? Non, on ne fait pas des bisous. Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de cette émission consacrée à la culture confinée et déconfinée. Alors le plateau a un petit peu changé. Autour de moi, il y a tout d'abord Johan Delmer, qui est coordinateur général de la salle des fêtes du Grand Parc. Bonjour Johan. Bonjour Lucille. Ensuite, à côté de vous, il y a Guy Lenoir, directeur artistique de l'association MC2A Médiation Culturelle Aquitaine-Afrique. Bonjour. Et enfin, Sarah Montero, vous êtes maître de conférence à l'IUT Bordeaux-Montaigne et spécialiste des questions culturelles. Bonjour Sarah. Bonjour à tout le monde.
Alors, tout d'abord, j'ai une première question pour vous trois, concernant le premier plateau que vous avez écouté avec attention, j'espère. Qu'est-ce que vous en avez retenu un petit peu des premiers échanges? J'ai vu que Sarah avait pris pas mal de notes. Qu'est-ce que vous avez un peu retenu de ce qui a été dit? Ils ont la vertu de la spontanéité, de l'authenticité, de la sincérité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans un faire-semblant, dans un faire-valoir. Je trouve qu'ils sont... j'étais plus à l'écoute de mon ami Jean-François Toulouse, avec lequel on a travaillé ensemble tout l'été, et on a continué jusqu'au film. Ce sont des personnalités de grand talent, je trouve, j'en suis persuadé même, et qui ne se touchent pas, comme on dit dans le métier. Ils sont très, très sincères, ils ne sont pas du tout dans la langue de bois. Et ça m'a beaucoup plu. Et donc, à partir de là, et compte tenu aussi de ce qui s'est dit autour de lui, et puis avec vous, avec d'autres, Sarah, c'est cette capacité que nos professions, on va dire, puisqu'on est de plusieurs professions d'origine, sont soucieuses, attentives et disponibles aux échos du moment et à cette situation contemporaine. Alors que je trouve qu'on n'est pas dans la déprime, quoi. Enfin, voilà, on n'est pas dans la déprime, on n'est pas non plus dans l'analyse à la mort moelle-neu, là aussi, pour prendre des expressions un peu triviales. On est dans la réflexion, c'est vrai, et dans la disponibilité. Ce que j'ai entendu, effectivement, j'ai pris des notes, comme vous avez noté, Lucie. Ce qu'on entend, et le plaisir qu'on entend d'ailleurs à ça, c'est ce bonheur qui a été pour tout le monde de se retrouver. Et en plus dans un lieu, si je comprends bien, particulièrement agréable, convivial, intimiste, qui est une espèce d'havre de paix dans la ville. Et ça m'a fait effectivement penser à la question de la rencontre et de l'espace public. Donc cette rencontre, elle a besoin de conditions pour exister. Et que là, j'ai le sentiment qu'elles étaient réunies, ces conditions. La question de la convivialité est revenue souvent, c'était convivial. La question de l'hospitalité, on était bien accueillis, j'ai entendu ça. La question de la proximité, les artistes étaient accessibles. Et là, je trouve qu'il y a déjà quelque chose de très intéressant sur comment on se retrouve. Et il faut des conditions pour se retrouver. Je pense que cet événement, il a créé des conditions pour qu'on puisse se retrouver. Et l'autre chose, c'est effectivement le lieu. On a besoin de lieux pour se retrouver. Et des lieux, pendant le confinement, on en a manqué. On a manqué d'espace public, on a manqué d'endroits pour se rencontrer, pour échanger, pour se voir. Pour se toucher, ça devient difficile, mais au moins pour se voir. Et ça a été aussi noté, je crois que c'est Jean-François qui le disait. L'accès à l'espace public est de plus en plus compliqué, contraint. D'abord parce qu'il y a toute aussi une histoire de la réglementation urbaine qui fait qu'ils sont moins accessibles qu'ils ne l'étaient, ces espaces publics. Mais là, ils le sont aussi parce que la situation fait que nos libertés sont restreintes. Et là, il me semble que cet événement, ce que j'entends de ce qui s'est dit, il a permis de réactiver cet espace public comme un espace social. Et c'est le rôle, il me semble, de la culture de faire ça. Et justement, Johan, vous donc, qui avez un peu coordonné tout ce projet Un été au Grand Parc Rivière, c'était dans vos objectifs, cet aspect rencontre Je voulais dire que j'ai écouté le bilan que faisaient Josiane et Nancy de cet été. Et j'ai été ultra touché, d'abord à titre personnel, parce que je crois que toute la salle des fêtes y a mis beaucoup de cœur pour essayer de fédérer, toutes les associations, tous les partenaires habituels du quartier et élargir encore ce cercle d'amis et de proches. Et moi, je visais des objectifs très simples qui étaient justement l'intimité, la convivialité. Et j'ai été très touché que les précédentes intervenantes aient appuyé sur ces mots-là parce que c'était ça qu'on cherchait. On avait une situation d'urgence à régler en fait. On avait une situation d'urgence où au sortir du confinement, il y avait cette urgence de se retrouver, de se reparler, de se re-rencontrer et on ne pouvait pas le faire. D'abord légalement, on ne pouvait pas le faire en grand format. Mais en plus, l'intérêt était de le faire en petit format parce qu'on avait besoin de revenir à une réalité par une forme de douceur, par une forme de lâcher-prise, de reconnaissance réciproque. Et moi, j'ai apprécié ce qu'elles ont dit parce que certains pourraient trouver dévalorisant de dire qu'on venait pour voir, quel que soit le spectacle qui était programmé, on venait quand même. C'est pas du tout dévalorisant pour les artistes.
Au contraire, les publics sont venus découvrir des artistes qu'ils ne connaissaient pas. Et effectivement, c'était pour 95% d'entre eux des artistes locaux, vraiment bordelais. Et donc il y avait un double objectif. Il y avait cet objectif de rencontre entre les habitants de ce territoire. Et en plus, on était à l'intersection de 2 territoires franchement différents. Les beaux quartiers du Parc Rivière et le quartier populaire du Grand Parc. Et on cherchait à créer cette rencontre sociale aussi un peu différente. Et il y avait un besoin vital de faire travailler des artistes qui n'avaient pas eu accès à leur outil de travail qui est la scène depuis des semaines, voire des mois. Et c'est ça qui a marché en fait, c'est que tout le monde a mis sa patte dans une situation d'urgence et tout le monde avait envie en fait. Et quand l'envie est partagée, derrière, tout glisse tout seul. Alors, juste, il y a également Léa avec nous, qui nous a rejoint un petit peu discrètement. Léa Barthes, tu es médiatrice culturelle pour la salle des fêtes du Grand Parc et tu as suivi un peu cet événement aussi, un été au Grand Parc Hiver. Toi, comment tu l'as vécu par rapport à ce que justement disait Johan? Est-ce que cet aspect un peu finalement où les gens venaient surtout pour voir du monde, entre guillemets, est-ce que toi, comment tu l'as perçu? Alors bonjour à tous déjà. Moi je l'ai vraiment perçu effectivement après ces mois de confinement et alors du coup la médiation. Alors moi je m'appelle plutôt chargée d'accompagnement social et culturel parce que ça va au-delà aussi de la médiation. Donc l'idée c'est vraiment de faire le lien avec les habitants du Grand Parc, les artistes, les partenaires sociaux avec qui on travaille aussi énormément toute l'année. Donc l'idée c'était vraiment de se dire comment on se retrouve aussi en tant que comment on arrive à trouver un espace pour tous se retrouver pour garder le lien parce que c'était compliqué, nous on est tous rentrés chez nous, faire de la médiation à distance c'est impossible, travailler dans la salle des fêtes était fermée donc on recevait aucun public, donc c'était vraiment l'idée de comment on peut garder le lien aussi. Ce lien qu'on a créé, ça fait 2 ans qu'on est ouvert, donc c'est un lien qu'on a maintenant tissé avec les habitants, les partenaires. Et c'est important aussi d'avoir eu cet espace cet été pour le garder, continuer à le tisser, continuer aussi à s'amuser ensemble, à pouvoir aussi imaginer d'autres projets à venir tous ensemble. Et voilà, donc du coup, c'est vrai que pour moi, c'était aussi on va dire l'espace pour que je puisse rencontrer aussi les habitants du Grand Parc, mais aussi des jardins publics, parce qu'il y avait vraiment énormément. Enfin, je sais que Josiane et Nancy tout à l'heure le disaient, mais il y avait des publics qui venaient de tous les quartiers. Et c'était ça aussi l'important pour nous, c'est de pouvoir les voir, pouvoir leur parler, puisqu'on on a un peu plus de temps pendant le festival de vraiment parler à des personnes, de savoir d'où elles viennent, ce qu'elles ont envie de voir, ce qu'elles pensent du spectacle aussi. C'est important aussi de demander après un spectacle comment ils l'ont trouvé, d'avoir le retour. On avait beaucoup de remerciements. Justement, à la fin du festival, tout le monde nous remerciait énormément pour tout ce qui s'est passé. Et c'est important aussi d'avoir le retour aussi des spectateurs, quoi. Le choix du Parc Rivière, c'était un choix stratégique? Alors, c'était un choix qui était surtout contraint. Il fallait trouver un endroit qui soit utilisable dans les conditions sanitaires de l'époque. Et il fallait que ce soit un établissement qui reçoive des publics, un espace public classé ERP, donc c'était très compliqué dans les règles. Et donc en fait, l'enjeu était de trouver un endroit qui était clos et sur lequel on pouvait avoir la main sur la jauge. Et donc là, rapidement, en faisant le tour du quartier, l'endroit le plus naturel, on cherchait un endroit naturel aussi, parce qu'on avait envie vraiment de se retrouver dans un endroit qui était frais. On avait bien fait, parce qu'il fait quand même 40 degrés tout l'été. Donc il y avait vraiment plusieurs objectifs. Et l'idée surtout, c'était d'être au cœur d'un parc sans empêcher les usages habituels du parc. C'est-à-dire qu'on était vraiment au cœur du parc Rivière. Il y avait des promeneurs, il y avait des gens qui venaient avec leurs chiens, qui venaient faire du sport, qui venaient faire de la méditation. Et ils passaient à côté d'un site qui était ouvert, en plein cœur de leur parc, et ça déviait un peu leur trajectoire. Ils étaient venus pour une balade et finalement ils sont venus se poser, boire une limonade et regarder un spectacle. Et il y avait cet enjeu d'attraper les gens là où ils sont. En fait, c'est quelque chose qu'on essaie beaucoup de défendre à la salle des fêtes globalement, c'est d'aller où est le public et de ne pas attendre que le public vienne à nous. Et là, c'était vraiment cet objectif. Et je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à... Jean-François a parlé tout à l'heure des libertés. Et il y avait peut-être un vrai enjeu aussi de permettre l'expression des libertés fondamentales après la période du confinement. Et on a tendance à oublier que parmi les libertés fondamentales, il y a l'accès à la culture. La Déclaration universelle des droits de l'homme prône le fait de jouir de la vie culturelle comme une des libertés fondamentales. Il y avait urgence à remettre ça sur le tapis, à se dire que oui,
la culture, c'est pas uniquement pour les artistes. La culture, c'est vital pour tout le monde. On a tous besoin d'échanger. Et surtout, après 2 mois de fermeture, on avait besoin d'ouvrir de nouveaux horizons et de rencontrer d'autres personnes. Et là, il y avait un vrai objectif. Je crois que cet objectif, il était perçu par tous les organisateurs, parce c'est pas que la salle des fêtes, c'est 25 co-organisateurs sur cet événement. On a réussi à fédérer autour de cet événement et très facilement. On a fait une rencontre au pied d'un arbre de la salle des fêtes au sortir du confinement. Et c'est de là tout est parti, parce que tout le monde avait envie de contribuer à... C'était même pas un événement culturel, c'était un événement de retrouvailles, vraiment, mais un événement long, mais c'était vraiment un événement de retrouvailles. Et alors justement, Léa, tout à l'heure, tu nous parlais un peu de ces rencontres. Toi, tu as eu l'occasion de rencontrer des habitants du Grand Parc que tu n'avais jamais croisés lors de cet événement ? Alors oui, effectivement, j'en ai rencontré. Alors déjà, j'ai rencontré beaucoup de jeunes aussi qui venaient autour du parc, mais qui ne sont pas rentrés avant la fin dans notre espace qu'on avait créé. Donc du coup, ça me permet d'échanger avec des gens que j'avais pas croisés ou pas forcément eu le temps de leur parler. Et il y avait pas mal de familles qu'on aura, alors qu'on n'a pas vu rentrer dans la salle des fêtes depuis l'année dernière, mais je sais pas si elles rentreront dans la salle des fêtes. Ça, on va le savoir quand on réouvrira. Mais en tout cas, c'était aussi un plaisir de les connaître. Et j'espère qu'on les reverra. Et justement, vous, en tant qu'équipe de la salle des fêtes, ça a été un plaisir pour vous de reprendre finalement une activité, même si elle est hors les murs, donc un peu différente. Vous l'avez ressenti comment ? Est-ce que vous avez vraiment ressenti le fait de retourner au travail un peu ? Ou comment vous l'avez perçu tout ça ? C'était un peu particulier parce que le confinement n'a pas marqué l'arrêt des activités de la salle des fêtes. En fait, la salle des fêtes a fait beaucoup de choses pendant le confinement. On a créé notamment des brigades de crieurs de rue. On avait 4 binômes de crieurs de rue qui étaient sur tout Bordeaux 2 fois par semaine, avec une vraie étape de collecte des messages, de proximité. Et déjà, c'était un objectif artistique de création de liens sociaux en pied d'immeuble. On s'adressait vraiment aux gens depuis chez eux, mais pas derrière un écran. On avait voulu tout de suite nous sortir de la vision numérique de la culture qu'on nous imposait pendant le confinement. On a voulu tout de suite faire quelque chose d'humain et de vivant. Donc on a trouvé un moyen pour se passer des messages humoristiques et artistiques de voisin à voisin, de proche en proche. Une autre partie de l'équipe a accompagné une 40aine de concerts sur l'espace public pendant le confinement. Donc il n'y avait pas ce besoin de se remettre au travail pour l'équipe de la salle des fêtes, parce qu'en fait, ils se sont jamais arrêtés. Par contre, il y avait un vrai besoin de retrouver le public et ceux pour qui on travaille à la salle des fêtes. Et la salle des fêtes est avant tout un projet de territoire à destination des habitants du Grand Parc. Et il s'agissait vraiment de recréer ce lien, parce que le quartier du Grand Parc, il faut voir comment il a vécu le premier confinement. Il y a eu une solidarité dont personne n'a parlé. Guy sera d'accord avec moi, parce qu'il publie très souvent des choses, parce que la presse ne parle que de manière négative du Grand Parc, ou quasi uniquement. Et il n'y a pas eu un article pendant le confinement sur la solidarité, sur les mamans qui avaient fait ouvrir la cantine de l'école du Grand Parc pour aller cuisiner, sur tous les travailleurs sociaux qui ont fait de la livraison, du portage de repas pendant tout le confinement. Et il y avait quelque chose c'est un quartier terriblement engagé, terriblement solidaire, hyper actif. Et il y avait aussi besoin d'avoir un moment de cadeau, un moment de se dire quand même on a fait ce qu'on devait faire. On n'a pas de remerciements ou de bravo à avoir parce qu'on a fait ce qu'on doit faire en tant qu'humain. Mais il y a quand même des moments où on peut aussi un peu lâcher prise, se retrouver. Et souvent, l'art et la culture sont souvent les meilleurs moments de rassemblement pour se retrouver et pour... on n'a pas pu se faire des câlins, on a hâte, on espère que l'année prochaine on pourra de nouveau se retoucher, s'embrasser, se serrer dans les bras. Ça nous a terriblement manqué, hein. On l'a senti pendant tout le festival cet été, où c'était difficile de ne pas autoriser les gens à se lever de leur chaise pour bouger leur corps alors que tout le monde en avait envie. Mais il y avait vraiment de ça, de l'ordre des retrouvailles et du remerciement réciproque de ça y est, on va réussir à refaire société, on va réussir à retravailler ensemble. Puis badaboum, il y a eu... ce deuxième confinement où on voit que les choses sont vraiment très très différentes sur la reprise. On aura sûrement l'occasion d'en parler, mais c'était vraiment une situation très très particulière et je pense, j'espère même qu'on revivra jamais ce genre de situation, parce que c'était nécessaire, mais c'était aussi extrêmement douloureux. Dans mes expériences de près et de loin avec Ricochet Sonore, j'ai pu constater qu'il y a beaucoup de travailleurs sociaux qui m'expliquaient que en fait, le confinement, étant donné qu'ils ont perdu contact avec les personnes avec qui ils travaillent, en fait, c'est très difficile de les remobiliser. Ça a été très difficile de les remobiliser à partir du déconfinement, en fait. C'est-à-dire que le confinement, ça anéantit peut-être des semaines, voire des mois de travail, parce que justement, en fait, cette mobilisation, c'est quelque chose qui doit être constamment entretenu. Comment, est-ce que vous le voyez comme ça ? Est-ce que finalement, je pense notamment à Léa, est-ce que tu penses que
as perdu un petit peu une partie du travail que tu avais pu accomplir avant cette période du coronavirus? Alors, je vais répondre. Je sais pas. Là aujourd'hui, je sais pas du tout si les efforts, toutes les actions qu'on faisait, parce qu'on menait beaucoup d'actions au collège, à l'intérieur, pendant les interstices des cours. On allait dans les structures sociales. On était vraiment présents dans les structures. Et là, c'est vrai que ça nous a un peu freinés, on va dire. Il y a des projets qu'on a repoussés 2 fois avec le premier confinement, avec le deuxième confinement. Mais là, je pourrais pas tout de suite dire si on les a perdus, à mon avis. Il va falloir les remobiliser, effectivement. Et puis les partenaires sont aussi surmobilisés sur d'autres priorités aussi. Donc ce que je vois, c'est qu'on va tous devoir se remotiver, refaire des projets et surtout de ne pas perdre espoir en se disant qu'il y a un risque d'annulation de la 3e vague prochainement. Voilà. Je pense que Sarah aura peut-être un regard là-dessus, mais il faut voir que tout a été cassé par ce confinement, et en particulier le lien social, et pas seulement le lien social des travailleurs sociaux envers des personnes précaires. C'est tous les liens sociaux qui ont été cassés, et qui sont cassés durablement. On voit dans quel état est la société aujourd'hui. Tout le monde est ultra tendu. Alors il y a probablement une part due au télétravail, où on ne supporte plus d'être derrière son écran, et à plus pouvoir se parler, et on ne s'écoute plus en fait. Quand on fait des réunions en télétravail, chacun dit ce qu'il a à dire et attend son tour. Et il y a quelque chose de totalement cassé aujourd'hui dans cette société qui est cassé sur le long terme. Et on voit que tout le monde a des réactions épidermiques sur n'importe quel sujet. Je ne vais pas parler des sujets polémiques bordelais, mais la hauteur, le niveau de ces sujets polémiques à Bordeaux quand même sont effrayants. De voir qu'il y a des milliers de personnes qui sont capables de signer une pétition pour un sapin de Noël. Moi, c'est quelque chose qui aujourd'hui m'effraie. Je me demande si le confinement n'a pas aussi changé ça et n'a pas clivé encore davantage sur des sujets dont au fond tout le monde devrait se foutre, parce qu'il y a quand même des urgences aujourd'hui sociétales et environnementales, économiques, qui sont bien plus importantes que de savoir si on va garder tel ou tel petit bout de notre petit confort habituel. Guy, justement, vous avez peut-être... Non, je veux pas, non, ça c'est un autre débat, je l'entends bien. À vous écouter, à s'écouter, on est traversé ici, dans cet endroit-là, dans ce lieu-là, dans la cité, par plusieurs réflexions, plusieurs analyses, voilà, parce que la cité, elle va mal, pas au sens, elle va bien, ça va. Mais moi, je me suis amusé à voir les résultats des élections municipales. Bon, la cité doit avoir à peu près entre 8 000 et 10 000 habitants. Bon, seulement une bonne moitié de la population ici n'a pas droit de vote, parce qu'ils sont issus de l'immigration, ils sont exilés, ils sont réfugiés, etc. Donc déjà, vous enlevez la moitié qui a pu voter. Après, de ces votants, il y en a la moitié qui sont exprimés. Il en reste le quart. Et sur le quart, alors là, ça s'est réparti entre 3 tendances. La tendance de l'actuelle municipalité qui a eu 500 voix, l'ancienne municipalité qui a eu 700 voix, et l'extrême gauche qui a eu près de 200 voix. Ça, c'est quand même un paramètre objectif, une analyse qui nous permet de travailler aussi là-dessus. Bon, ça, c'est une chose au niveau citoyenneté. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire au niveau de la citoyenneté, la démocratie, la participation au vote, à la démocratie, etc. Et après, il y a tout ce qui s'est un peu, je ne peux pas employer un mot un peu fort, tout ce qui s'est un peu dégradé, quoi, dans l'aspect social, culturel, éducatif, sportif du terme dans la cité. Les équipements sportifs sont déliquescents, les bâtiments des acteurs sociaux sont déliquescents, les preux, il faut les revoir. Nous, on travaille à l'annexe B en liaison directe avec nos amis de l'Association des musulmans de Bordeaux-Nord. Ils vivent dans leur culte se fait dans un état misérable. Je veux dire, derrière, il y a maintenant un squat d'ailleurs, et tant mieux, ça crée une très belle synergie sociale. C'est pas bon tout ça. C'est pas bon. Je veux dire, on sent que la globalité est triste, c'est vrai aussi. Bon. Alors, ceci étant, les acteurs du quartier sont. Il a très bien exprimé, Johan ainsi que Léa, les acteurs du quartier sont une pêche, une tournicité formidable. Mais ils ne peuvent pas à eux seuls porter le poids du monde. C'est pas possible. Si la société ne s'empare pas de ça, alors en plus avec les petits dégâts collatéraux de la délinquance, etc., ça rajoute aussi dans la tristesse.
un quartier vieux aussi. Il y a beaucoup de gens très vieux dans ce quartier-là, hein, très âgés. Je crois qu'il y a 3 ou 4 EHPAD dans le quartier. C'est aussi, il faut considérer tout ça. Jusqu'à il y a 10 ans, il y avait une très belle activité culturelle de quartier. Les gens descendaient dans la rue. Les activités d'été étaient remarquables. On y a participé, on participe toujours, etc. Et petit à petit, ça s'est... c'est pas le mot dégradé, ça c'est comme des carreaux que l'on casse. Comment on appelle ça quand vous cassez les carreaux, ça s'émiette, voilà. Hein, et on est partis les uns les autres, chacun de son côté, non pas par mépris de l'autre, mais parce que on ne se retrouvait pas dans une assiette globale, collective. Et c'est vrai que l'arrivée de la salle des fêtes, dû à l'initiative, à travers un evento qui s'est passé il y a quelques années avec M. Pistoletto, qui est quand même un génie pensant et artistique qui vient d'Italie, qui n'était pas d'ici, donc il avait un regard extérieur. Et il a dit avec son accent inimitable, ce lieu-là, il a dit au maire de l'époque, M. Juppé, c'est la maison, c'est votre maison. Votre maison. Il n'a pas parlé de salle de fête, il n'a pas parlé de théâtre, il a dit c'est votre maison. Parce qu'en Italie, ça a une connotation sociale différente, le centre culturel. Bon. Et je pense que de ce côté-là, bon, j'espère qu'il ne va pas enfler des chevilles, Johan, il a pris la balle au bon. Bon, c'était l'homme qu'il fallait de la situation. Outre l'architecte Christophe Hutin, qui a été un homme remarquable dans la pensée architecturale du lieu, eh bien voilà, il y a eu un tandem né entre eux deux, et puis tout le monde a adhéré parce que on n'avait pas le choix, et deux, on a senti que le courant passait. Et donc, l'histoire du parc Rivière, alors là, on pourrait en parler plus longtemps, on n'est pas là. C'est un appendice, le parc, hein, qui longtemps effectivement a été boudé par la population parce qu'il appartenait à une famille bourgeoise historique, hein, le parc Rivière. Il dépendait davantage du quartier chic que du quartier pauvre, du quartier humble ou du quartier populaire. Donc il a longtemps été boudé. Bon, là, effectivement, avec des activités comme celle-là, peut-être, et tant mieux, qu'il va reprendre vie. On y avait fait des aventures. Déjà, il y a eu plein d'aventures dans le passé, dans ce parc, mais qui n'avaient jamais été, comment dirais-je, cautionnées, on va dire, hein, par la ville, par la collectivité, etc. Là, c'est le cas. Maintenant, et on peut s'engouffrer maintenant avec la nouvelle municipalité dans une aventure forte. J'en suis sûr. Sarah, peut-être, vous avez... il s'est dit beaucoup de choses. Oui, effectivement. C'est parti un petit peu dans plein de directions hyper intéressantes et tout utiles. Hein. Sur la situation sociale, je ne peux pas avoir un regard extérieur ni distancié. On est en train de la vivre tous et on est affecté à des degrés divers par la distanciation et la rupture des liens. Donc difficile de dire ce qui va advenir. C'est vrai que c'est inquiétant. On parle de 3e vague psychique. Les psychologues nous mettent en garde sur ces risques-là. On sait que les gens sont particulièrement affectés. Nancy mentionnait un peu plus tôt que, certes, beaucoup de gens ont besoin de sortir, mais aussi beaucoup de gens sont restés chez eux. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un impact psychique fort. Sur la question du lien et de le maintenir à tout prix, et c'est évidemment vital, essentiel, c'est le rôle que Léa endosse, elle parmi d'autres, évidemment. Les médiations sont multiples, elles doivent être multiples parce qu'une ne suffirait pas. La médiation artistique ne suffirait absolument pas. La médiation sociale non plus, seule. Donc il y a besoin effectivement que les acteurs de différentes sphères d'activité se mobilisent. Et on sait, les sciences sociales nous disent bien que le lien social, ça n'existe pas, ça se matérialise, ça se concrétise à travers l'activité. C'est parce qu'on fait des choses ensemble, que ces activités soient sociales, soient culturelles, soient politiques, effectivement, on fait groupe, on fait collectif. Sinon, il n'y a pas. Alors, quand on ne veut pas avoir des activités, comment, effectivement, il n'y a pas de lien. Alors, voilà, c'est d'où cette rupture et ce sentiment d'abandon, certainement, que certains vivent. Cette expérience, elle pose la question du lieu aussi. J'ai parlé d'espace public, mais du lieu et du rôle du lieu culturel dans la cité. Alors, on comprend bien que la salle des fêtes, de par son histoire, que Guy a rappelé, et moi je rappelle aussi son histoire encore un peu plus ancienne, c'est qu'elle a été portée par des habitants. Un collectif d'habitants s'est mobilisé avec le soutien et l'appui des acteurs sociaux, parce qu'on est un groupe, on n'est pas des individus qui agissent indépendamment les uns des autres. C'est parce que ce collectif, soutenu donc par aussi le corps social, a permis que ce lieu existe et qu'il soit
réouvert et que ce soit un lieu de tous, pour tous et avec tous. Et c'est bien, effectivement, que le responsable aujourd'hui de cette salle continue ce projet politique. Parce que c'est un projet politique, hein, au bon sens, effectivement, au sens de la cité. Ce n'est pas juste un projet culturel, la salle des fêtes. Ça, c'est important de le faire vivre. Et la question du lieu, aujourd'hui, du lieu culturel est extrêmement remis en question, c'est vrai. Hein, on a l'institution culturelle d'un côté, on aurait presque les populations de l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne se sent pas légitime? Aujourd'hui, hier, hein, c'est une histoire qui date maintenant, qui perdure depuis le début des politiques culturelles françaises quand même. Le lieu culturel, on ne se sent pas légitime à y entrer. On ne se sent pas autorisé à y entrer. Ce n'est pas une question de gratuité. On le sait bien ça, on a vérifié, plein d'études ont vérifié cette question-là. Mais on ne se sent pas légitime à entrer. Alors est-ce que c'est parce que il y a un entre-soi, et c'est vrai qu'être un groupe, c'est aussi créer de l'exclusion, sans qu'on s'en rende compte. Voilà, on est les acteurs, on est les artistes, même s'il n'y a pas cette volonté, évidemment. Mais le fait est qu'un grand nombre, la majorité de la population, ne sont pas autorisés à entrer dans ces lieux. Et c'est bien sûr que toute l'entreprise des arts de rue, ça a été de sortir de l'institution, hein, l'artiste de rue, de sortir de l'institution pour rencontrer le public. C'est ce qui est demandé aussi aux institutions culturelles aujourd'hui. Elles sont unies par des chartes, liées par des chartes au ministère de la Culture. Elles ont pour mission de proposer des actions hors les murs, de rencontrer le public qui ne vient pas dans l'institution elle-même. Et elles font plein d'efforts, effectivement. Elles travaillent avec les acteurs sociaux, avec les relais sur le territoire pour pouvoir rencontrer les publics. Je pense qu'il y a une bonne volonté de la part de tout le monde, hein. Mais il y a cette difficulté encore irrésolue. Et pourtant, on a besoin de lieux et d'espaces pour se rencontrer. Alors si le lieu culturel, le théâtre ne peut pas, en tout cas il ne peut pas être le seul à remplir ce rôle-là, bien entendu, mais il est un des lieux dans lesquels on peut se rencontrer, et qui permettent ces espaces de parole, d'expression, cet espace de partage du sensible qui est la singularité des lieux culturels. C'est-à-dire qu'on va se rencontrer autour de la question de l'art. L'art qui ouvre la parole, qui permet de débattre des questions de la société, qui nous permet de regarder autrement les choses. Donc ils sont vraiment essentiels, ces lieux-là. Comment aujourd'hui on fait pour qu'ils continuent à exister, qu'ils ne soient pas des lieux d'inclusion, d'exclusion plutôt, qu'ils restent ouverts et qu'ils s'ouvrent encore plus. Certainement, oui, en sortant du lieu lui-même. Hein, on ne peut pas attendre que l'autre vienne vous voir. Mais aller vers l'autre, c'est un travail très très long et difficile, qui prend beaucoup de temps et qui est sans cesse, qui nécessite sans cesse d'être retravaillé. C'est ce que fait Léa, c'est ce que font plein d'autres personnes pour qu'on réussisse à se retrouver. Donc, je n'ai pas de solution, vous l'avez bien compris, mais je pointe en tout cas ce que j'entends et ce qu'on constate aussi dans nos études, dans nos observations. Il y a cette question, pardon, Lucille, il y a cette question de la participation que Guy a abordée, et je trouve que c'est une notion très intéressante parce que chacun la met un peu à toutes les sauces, la question de la participation, notamment au regard des droits culturels. C'est une notion qui fait peur souvent, la participation, parce qu'on a l'impression que les experts ou les sachants vont perdre tout leur pouvoir de décision, et alors que la participation, c'est pas prendre la place, c'est pas mettre n'importe qui à la place de n'importe qui. Et c'est là où je pense qu'on a besoin que collectivement, en fait, les institutions culturelles et les partenaires culturels, mais aussi sociaux et bien au-delà, ont besoin peut-être de travailler ensemble sur ce type de notion. Qu'est-ce que c'est qu'associer des personnes à un projet collectif? Est-ce que c'est obligatoirement mettre les habitants sur scène? Moi, je ne le crois pas. Et je crois que c'est justement ça qui fait souvent peur aux créateurs. C'est de dire la participation, c'est forcément mettre les amateurs sur scène. Alors que c'est hyper réducteur de mon point de vue dans la notion de participation. Mais c'est justement comment on construit un projet collectivement et en restant chacun à sa place et chacun à son niveau d'expertise. On est tous experts de quelque chose, qu'on ait fait des études ou pas. Si on mange de la viande, on a besoin d'un boucher, et le boucher, il est expert en découpe de viande. Et on a besoin d'avoir son regard pour pouvoir manger de la viande. Et on a besoin d'avoir quelqu'un à qui parler, on a besoin voilà. Et à quel moment on arrive à faire cohésion, à monter un projet? Et c'est pas facile parce que là, par exemple, on a voulu rendre la programmation de cet été
participative, non pas en demandant directement aux habitants ce qu'ils avaient envie de voir, mais plutôt en demandant à tous les partenaires qui participaient à ce quartier de nous ouvrir leur réseau et de nous indiquer quels étaient leurs partenaires privilégiés avec qui ils travaillaient régulièrement. Et ce qu'on a réussi à faire cet été, c'est qu'on a mis tous bout à bout nos réseaux. Le centre social du Grand Parc nous a envoyé des groupes avec qui ils travaillaient. Le centre d'animation nous a donné la liste de toutes les compagnies qui étaient venues en résidence chez eux. MC2A nous a envoyé des contacts. On a activé les réseaux, je pense à Bordeaux Chanson, l'association qui travaille sur la chanson française, qui avait créé un petit festival pendant l'été au Hayan. Ils nous ont proposé de garder leur programmation et pour faire venir les artistes 2 jours à Bordeaux. Et donc, ils ont fait une date au Hayan, le lendemain à Bordeaux. Et donc, il s'est créé quelque chose de l'ordre de la coopération. Et c'est toujours des grands mots, la transversalité, le faire ensemble, on a besoin. Et là, pour une fois, on a réussi à coopérer parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Le seul enjeu qu'il y avait, c'était de se retrouver, de permettre à des artistes de travailler, à des publics d'aller se réunir autour d'un objet culturel. Et comme il n'y a pas eu cette concurrence, il y a eu cette volonté de faire ensemble, moi j'ai eu l'impression que ça a été un déclic. Et moi j'ai l'impression que ça a été vraiment un déclic, que j'espère durable pour la salle des fêtes, parce que c'est très gentil tout ce que Guy dit sur la salle des fêtes, mais au bout de 2 ans de fonctionnement de la salle des fêtes, non, c'est pas vrai de dire que la salle des fêtes est identifiée par tout le monde, c'est pas vrai de dire que la salle des fêtes est devenue un haut lieu du spectacle à Bordeaux, c'est faux de dire ça. Et je le dis très humblement, je pense vraiment que si vous interrogez n'importe quel Bordelais à Bordeaux, vous leur demandez quelles sont les salles de spectacle à Bordeaux, la salle des fêtes va arriver dans la 12e position, à part chez les 55 ans et plus qui ont connu la salle des fêtes des années 70-80. Et donc c'est là où c'est intéressant de monter ce projet, c'est qu'on arrive à le faire en proximité d'abord, et de ces de proche en proche qu'on arrive à ouvrir les vannes. Et il n'y a pas de règles. Et ça, c'est une sorte de liberté. Je pense, Sarah, tout à l'heure, tu évoquais un peu les institutions et notamment les labels qui sont quelque chose d'hyper valorisant parce que ça apporte des moyens, ça apporte des moyens humains, financiers, des moyens de communication, mais aussi ça apporte un cadre très précis, tu disais, qui était défini notamment par le ministère avec des objectifs. L'avantage de la salle des fêtes, c'est que les objectifs, on les écrit ensemble et on les écrit en faisant. Et on n'a pas ce critère d'objectivité, on n'a pas d'indicateur à remplir en disant qu'on a accueilli tant de scolaires pendant l'année. Et c'est cette liberté-là qui permet d'expérimenter. Et je pense que, je suis d'accord avec toi, c'est des lieux qui manquent et c'est des lieux où on peut se permettre de faire différemment. Moi, ma principale crainte aujourd'hui, en entendant les gens qui attendent la reprise, c'est que tout le monde attende la reprise pour refaire comme avant. Et est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on doit refaire comme avant absolument? Est-ce qu'on doit rouvrir les salles dans les mêmes jauges, dans les mêmes formats, avec les mêmes artistes habituels avec lesquels on travaille? Ou est-ce qu'on ne peut pas en profiter pour tenter autre chose, d'expérimenter vraiment et d'expérimenter notamment l'espace public, notamment d'expérimenter d'aller vers, de sortir de nos murs définitivement, et peut-être que même que les murs de la salle, en fait, c'est peut-être ça qu'il faudrait faire sauter, en fait, il faudrait avoir des ouvertures partout et dire c'est une passoire et c'est votre maison justement. Et c'est des mots que je trouve intéressants et j'ai espoir pour la suite, mais j'ai quand même des craintes que certains attendent trop de refaire comme avant, absolument comme avant, et moi ça m'effraie un peu ça. Guy, peut-être, ou Sarah, vous avez des réactions Moi, ce qui me plaît, c'est dans cette aventure à la fois collective et globale et historique, depuis le début. Moi, je travaille dans la cité en intermittence depuis 1969. Donc, j'ai une histoire dans ce quartier. Et ça a toujours été un laboratoire, le Grand Parc. C'est à la fois sa faille, parce qu'effectivement, on lui tombe dessus des cahiers de conneries, mais c'est sa force aussi, parce que le quartier innove, s'inspire de la vie de l'extérieur, de l'intérieur et fait de la création. Parce que je parlais tout à l'heure des 50% de la population qui ne peut pas voter, qui ne vote pas. C'est pas pour autant qu'ils ne vivent pas et qu'ils n'ont pas d'idées. Et ils le manifestent à leur manière. Et je pense que le confinement, ils l'ont peut-être mieux vécu que d'autres, ces gens-là. Parce qu'ils étaient chez eux, dans leur cocon, dans un univers historique qui est culturel, qui est ethnographique, ethnologique. Ils étaient dans leur Sahel, ils étaient dans leurs Indes, dans leur Asie, dans leur monde russe. J'en sais rien, moi, je ne le connais pas. Mais ils étaient dans leur monde. Et ils n'ont pas été troublés par le confinement. Je ne crois pas. Sauf que là, tout à l'heure, en venant jusqu'ici, il y a une 50aine de femmes avec les poussettes et les enfants qui sont au centre social pour chercher de la bouffe. Parce que là, ils sont en train de nourrir les gens. Là, ça, c'est une réalité, oui. Bon, enfin, voilà. Je pars un peu dans tous les sens. Mais pour dire que, oui, le laboratoire sociétal, il est là. Et alors, il ne s'agit pas de l'utiliser, de s'en servir. Au contraire, il s'agit de rebondir là-dessus pour être plus efficace. Je pense que tous les gens qui sont en formation, enfin Sarah qui a beaucoup d'étudiants peut-être en parler. En quoi le monde non mais vraiment, en quoi le monde universitaire, le monde des étudiants peut-il
s'emparer de ces sujets et en faire sien. Voilà, le monde universitaire et le monde étudiant est très touché en ce moment, hein, comme on l'est tous. Et on est tous confinés encore. On parlait de télétravail avant, mais... C'était indépendant de... Non, bien sûr, mais c'est étonnant quand même le nombre d'étudiants qui viennent faire des sujets d'études sur le Grand Parc. Moi, depuis 2 mois, je pense que je fais 2 entretiens par semaine avec des étudiants aussi bien de Sciences Po, qui viennent sur le Grand Parc comme volonté de regarder ce territoire et comment il arrive à se maintenir en vie quasi de manière autarcique. Et c'est intéressant, moi je trouve que ce rapport, effectivement ce regard de l'enseignant-chercheur et du chercheur qui viennent poser ce regard pour qu'on puisse tirer des conclusions pour faire des petits. Pour une fois, ça serait génial que ce soit les quartiers populaires qui fassent des petits vers les centres et pas l'inverse. Bon, c'est vrai que les quartiers populaires restent, du point de vue des chercheurs ou des apprentis chercheurs, des laboratoires expérimentaux, hein, toujours aussi fascinants, même si on a tendance, avec le regard un peu critique que nous portons, nous les chercheurs, à y voir aussi des difficultés qui perdurent, des politiques incohérentes, qui ne répondent jamais finalement aux besoins, aux attentes, des habitants qui se démobilisent après s'être remobilisés, démobilisés, remobilisés. Donc c'est vrai, le regard n'est pas toujours positif, même si on est, nous, en revanche, par contre, complètement persuadés du potentiel, de la créativité, des capacités, capacité des personnes à se prendre en main et à prendre leur destin en main et pas qu'il soit imposé par d'autres. Ce qui me fait jolie transition de ma part sur la question de la participation. Toute modestie. Je plaisante, bien sûr. Alors, on a parlé un petit peu de la participation et c'est vrai qu'on est c'est bien une formule magique qui commence à s'épuiser un petit peu, hein, c'est celle des droits culturels qu'on entend beaucoup dans le monde de la culture, parce que c'est notre dernier paradigme. Alors, on a eu la démocratisation culturelle, on a eu la démocratie culturelle. Je ne vais pas faire une histoire des politiques, mais pour le dire rapidement, démocratie culturelle, c'était s'intéresser aux expressions créatives des personnes. C'était les années 80-90, avec M. Jack Lang. Et puis on est arrivé aux années 2000 avec la question de la diversité culturelle, donc des politiques internationales qui ont mis ces enjeux sur la table, dont la France n'était pas tout à fait saisie de la même manière, mais qui se trouve aujourd'hui dans l'injonction, plus ou moins, parce qu'elle a inscrit dans sa loi sur la création du patrimoine, mais aussi sur sa loi de réforme territoriale, qu'il faut prendre en compte, il faut donc appliquer, répondre à cet enjeu des droits culturels. Les droits culturels, c'est un ensemble de droits qui renvoient effectivement à l'identité culturelle de chacun et aux ressources pour construire cette identité culturelle. C'est pouvoir accéder à la culture, mais ça c'est inscrit dans la loi depuis longtemps, dans notre Constitution. L'accès à la culture, c'est un principe républicain. Mais ça va bien au-delà. C'est pouvoir s'exprimer, c'est pouvoir partager ses créations, c'est pouvoir transmettre sa culture, ses ressources culturelles. Et c'est aussi pouvoir participer à la décision publique, aux décisions qui nous concernent, qui ont quelque chose à voir avec notre identité culturelle. Vous voyez qu'il y a des degrés de participation dans ces droits. Il ne s'agit pas pour tout le monde d'être un contributeur à l'écriture des politiques culturelles ou d'être comme le pointait Johan, programmateur d'une salle culturelle. Il y a des degrés de participation. La question, ce n'est pas que tous ces droits doivent être appliqués pour chacun, mais c'est de créer la possibilité qu'ils le soient. On en revient toujours à cette question des conditions. Si vous ne permettez pas la possibilité personne ne va aller chercher ce droit-là. La participation, qui a envie de participer? Si vous posez la question dans une salle, personne en particulier. Pourquoi faire? Pour aller à quel projet? Pour quelle implication exactement? Qu'est-ce que vous voulez? Ça ne sert à rien. C'est pas ça. On prend la chose par le mauvais bout, en fait. Donc avant de parler de participation, je pense qu'on parle d'abord d'être ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Est-ce qu'on a envie d'être ensemble? Est-ce que les conditions sont réunies pour qu'on soit ensemble? Et qu'on ait du plaisir à être ensemble?
Ça, c'est tout un travail à créer, tout un travail à faire pour créer cette envie-là. Mais c'est de permettre au moins que les possibilités soient là. Il faut créer la possibilité, il faut créer les conditions, il faut créer l'envie. Si elle n'y est pas, elle ne risque pas de s'exprimer, ça c'est sûr. Et on ne peut pas dire, vous voyez, personne n'a envie de participer. Non, c'est un peu plus compliqué. Mais les lieux culturels doivent créer des conditions pour que les gens rentrent dans ces lieux, qu'ils aient envie qu'ils s'y sentent bien, c'est vrai. Et la crainte, c'est vrai, c'est qu'on on ne sait pas. Hein. Qu'est-ce qui va advenir après cette crise ? Premier confinement, vous vous rappelez tous, on allait changer le monde. Hein. Et vraiment, le monde d'après, il allait forcément être formidable. Deuxième confinement, le monde d'après, c'est bizarre, il ressemble beaucoup au monde d'avant, et peut-être même en pire. Donc, je ne veux pas... Vivement le troisième confinement. Peut-être que le troisième confinement nous changera vraiment, là on n'aura plus le choix. Mais évidemment, on attend quand même que cette crise, là, dans le monde culturel, soit un moment pour repenser effectivement le rôle de l'art et la culture dans cette société. Et de recommencer de la même manière, ça serait vraiment dommage. Hein, que chacun s'enferme sur ses habitudes et sur ses modes opératoires, parce que c'est confortable, on le comprend. On est des animaux sociaux, on est des animaux avec des habitudes, et changer toutes nos habitudes, c'est extrêmement angoissant, stressant, déstabilisant. Donc, ce n'est pas une révolution, peut-être qu'il faut, mais c'est mettre les choses sur la table, peut-être, et les mettre à plusieurs, et mettre plusieurs autour de la table, hein, pas toujours les mêmes, voilà, et d'en discuter autrement, probablement. C'est d'autant plus difficile de changer ses habitudes quand on est bien installé et quand on a les moyens de continuer à faire comme avant. C'est plus facile de changer d'attitude quand on n'a rien. Tout à fait, qu'on a tout perdu. Et Guy, vous justement, vous pensez, vous êtes d'accord avec Sarah et Yoann, que cette période, c'est l'occasion justement peut-être de changer ses habitudes culturelles ? J'en sais rien. Je n'ai pas de réponse du tout. Non, franchement. Merci beaucoup, Guy Lenoir. Ça va être parfait pour conclure. Non, parce que c'est l'heure, non ? D'un point de vue... moi, je crois que le vieux continent prend une claque dans la gueule, de toute façon. L'Europe est le vieux continent, la vieille civilisation, la vieille société française néocolonialiste est en train d'en prendre plein la gueule, et tant mieux de ce côté-là. Sauf que maintenant, pour équilibrer les économies mondiales, pour équilibrer les relations internationales, ça va du boulot, quoi. Ça va au-delà du citoyen qui peut dire oui, qui peut dire non. Ça va dans des décisions internationales et des... Je dis ça parce que moi, je travaille essentiellement, enfin à 81% avec les artistes du continent africain. Et que d'abord, eux, le confinement, ils ne l'ont pas connu du tout de la même manière. Pas du tout, pas du tout. Pour eux, ce n'était pas un fléau, c'était une petite obligation qu'il fallait suivre. Chez nous, c'est devenu un traumatisme. Hein. La preuve, quand on s'est retrouvés tout à l'heure, j'ai fait des manques parce que le masque, pour moi, c'est... Dans ma culture personnelle, je peux pas le vivre, ça, c'est un problème. Donc, vous avez peut-être, on va faire un dernier tour de table, du coup. Ils n'ont pas eu là-bas. Non, c'est quitter en se disant qu'on était tous heureux d'être là, que ça fait du bien d'être ensemble. On peut se dire ça. Bon, parfait, c'est très bien. Yoann, peut-être ? Pas mieux. À très vite, on reprend le 16 décembre à la salle des fêtes. N'hésitez pas à venir nous voir. Dès le 16 décembre, concert du Chœur de l'Opéra à la salle des fêtes. Dès le 7 janvier, une création avec JP Nataf des Innocents autour du répertoire de Dalida. Et 21, 22, 23 janvier, le festival Bordeaux Rock qui reprend ses droits aussi à la salle des fêtes. Voilà. Donc on vous attend. C'était parfait pour conclure cette petite actu. Donc enfin, je souhaitais tout d'abord vous remercier, tous les 6, du coup, pour avoir participé à cette petite après-midi avec nous. J'en profite également pour remercier toute l'équipe de la salle des fêtes du Grand Parc, et en particulier Léa, qui a parlé un petit peu tout à l'heure. Merci à la LIF, organisateur des AOC de l'égalité, dont vous pourrez retrouver la programmation sur leur site aocégalité.fr. Et enfin, merci à Arnaud de Ricochet Sonore pour la technique. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Lucille.